Ceci est un livre audio autogénéré par Google. From fairest creature we desire increase so that terrible beauty's rose might never die. Shakespeare sonnet 1. 1. L'enchantement du monde. Automne 1958. Michel ôta ses lunettes et dirigea son regard vers la fenêtre ouverte. Ses yeux pivotèrent lentement vers la splendeur du monde. La baie s'étalait dans son chatoiement doré, dans le scintillement exubérant de l'eau et du soleil. En France, en Europe, ces matinées éclatantes avec leur profusion de couleurs limpides et brutales lui avaient toujours manqué. Une onde de joie le parcourut. Le grand jour. Un mariage. En Méditerranée, ces cérémonies prennent un relief extraordinaire. Les familles, les parents, le pays, tout s'y retrouve. Claire, sa sœur, allait épouser l'homme qu'elle aimait et lui reverrait Laurence et des multitudes d'amis. L'existence était là, simple et touchante, essentielle. Oui. Ici, il faisait bon vivre. Oui, on avait le désir de rester dans ce pays, d'y élever des enfants, de s'y battre et d'y guerroyer, car il ne serait jamais question de partir. Les clameurs du mois de mai résonnaient encore. La guerre n'était-elle pas virtuellement terminée? Désormais, le problème était-il pas réglé? La France reste, proclamaient d'énormes slogans peints en immenses lettres bleues, blanches et rouges sur tous les murs d'Alger. Dans 1 heure, 2 peut-être, Laurence et Benoît seraient là. L'amour, l'amitié, la vie, l'espérance seraient au rendez-vous. La belle journée. La belle et mémorable journée qui s'annonçait. Pierre était déjà arrivé, bien en avance. Calot noir, tenue claire, galon. Son perpétuel sourire laissait place à une inhabituelle concentration. Il évoqua à la ronde, en 2 mots, la situation militaire à la frontière tunisienne. Nous marquons des points, mais ce n'est pas gagné. Cette phrase avait suffi à doucher quelques optimismes, car beaucoup pensaient le contraire. La première coupe de champagne fut vite expédiée. On se dirigea vers la mairie. Claire et son fiancé s'y trouvaient déjà. Les 2 familles, dont de tout jeunes gens et des enfants, se rejoignirent. Pierre était témoin. Le premier adjoint était un musulman. Il accueillit les futurs mariés avec un sourire radieux. Son allocution fut quelque peu lyrique. C'est dans une Algérie nouvelle, rénovée, que vous allez vivre, et nous vous le souhaitons de tout cœur, que vos futurs enfants grandiront. À la sortie, les amateurs de photos commencèrent à se bousculer, dans l'habituel cliquetis de leurs appareils. Le prêtre souleva légèrement son surplis. C'était l'automne, mais les thermomètres grimpaient allègrement vers les 30 degrés. Sa voix se fit plus forte. Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob sit vobiscum, et ipse adim plea benedictionem suaem in vobis, ut videati filiorum vestrorum ad tertiam et cartam generationem et postea vitam aeternam habiti sine fin, adjuvant Domino nostro Jésus Christo, qui cum Patre et Spiritus Sancto vivi et regna, Deus per omnia saeculorum. Amen. Moment suprême, la marche nuptiale retentit alors que les mariés descendaient la nef. Sur le parvis, de leurs épées brandies, les élèves officiers dressèrent une voûte d'acier à leur passage. Des poignées de riz et des pétales de rose furent lancés, tandis qu'à nouveau les appareils photo crépitaient. Le ciel prenait une nuance pastel. Le soleil déclinait déjà et glissait vers des teintes cuivrées. Une foule énorme, où les badauds n'étaient pas rares, stationnait devant l'église Saint-Charles-de-Laga. Claire apparut. Radieuse comme il se devait. Après 1 an passé à Paris, elle était revenue. Elle avait replongé dans la guerre. Je veux être à vos côtés. En moins de 3 mois, elle avait décidé de se marier. Elle épouserait Marc Mérieux, son ami d'enfance, un futur officier. Vivre et rêver. Le blanc des robes, les cantiques innombrables, les fleurs par bouquet, par brassée, par pleine corbeille. L'amoncellement des cadeaux. Recréer le monde autour d'elle, fonder une famille, se lever chaque jour en fixant l'azur, se dorer au même rayon, recevoir en plein visage la blancheur de la baie, le torrent de la lumière. Le regard de son père se voilait. Il paraissait si frêle désormais. Il n'avait pas voulu porter l'uniforme. Tenons la guerre éloignée. Comme si ces apostrophes étaient possibles. L'orgue retentissait encore. Les arceaux byzantins enserrant le chœur étaient recouverts d'un très long voile blanc nacré.
La pierre couleur de France parut retenir prisonnière la douceur des mots, des sons et des lumières. Lys, tulipe, rose, gerbera, fleurs. Fleurs multicolores, polychromie de l'église et sur le parvis, l'éblouissement du soleil retrouvé, l'azur prenant et impalpable, les sourires et la joie. Claire était brune et dans le bleu de son regard se lisait toute la force, l'exaltation du pays, son charme insouciant et brutal, doux et irascible. Elle côtoya son père un moment. Profil identique. Nez mince et droit. Narines roses. Beauté. Marc faisait plus d'un jaloux. Elle lui avait dit sa volonté d'être sans cesse avec lui, car il changeait son existence. Tout objet aimé, dit le poète, est le centre d'un paradis. Mais Claire serait-elle simple à aimer? Michel la disait têtue, égocentrique. Elle avait toujours su qu'elle était belle, habituée à être courtisée, déclenchant œillades et sourires. Belle sans aucun doute, exigeante et amoureuse de son mari, de sa famille, de son pays. Une vie neuve allait commencer pour tous. Michel avait souri, lorsqu'elle était passée devant lui. Plus tard, elle en reparlerait comme d'un moment d'intense et subtil bonheur. Ce jour-là, il est vrai, tout l'avait ébloui, ravi, ému. Dans le regard de son frère, elle avait cru lire comme une promesse. Oui, il serait là lui aussi avec eux. Il fallait que tout change, renaisse. La musique augmenta de volume. Les Platters Elvis. Beaucoup d'agitation dans la partie jeune de l'assistance, qui semblait décidée à ne pas perdre une miette de ces longs moments dérobés à la tristesse, à la mort, au couvre-feu, à la guerre. 2 heures du matin. Claire et Marc étaient partis. Restaient les acharnés de la danse et du flirt. La brise chaude de l'automne flottait au-dessus des jardins, ravissant leur parfum. Elle se tenait accoudée au large balcon surplombant la baie, son bras posé sur celui de Michel. Il goûtait chaque fois le charme de son indéfinissable accent. Parisien. Lorrain. D'autres invités vinrent se mêler à leur conversation. Le bruit des voix passa en rafale pour s'éloigner et se perdre. Elle sourit distraitement. Elle tortillait une mèche de cheveux entre ses longs doigts blancs. Derrière elle, la ville étalait sa troublante beauté, féconde et apaisante. La douceur de vivre. L'eau noire s'étend entre les longues jetées pâles. Ce soir-là, Michel et Laurence sont pleins de leur jeunesse. Il est ivre d'elle, elle est ivre de lui. Leurs rires se confondent. En cette heure tiède, la ville est encore colorée d'une myriade de points lumineux qui ressemblent à autant de guirlandes dorées et brillantes. Chacun rêve, pense aux belles journées, au bonheur. Bientôt, l'horizon pâlira. Le puissant soleil d'Afrique reprendra sa course, semblable à cette flamme amoureuse. Elle consume le cœur de ces jeunes gens promis à un destin compliqué et cruel. L'aurore viendra vite sur la mer, comme pour effacer la fête, les appeler à vivre encore plus intensément, difficilement et passionnément. La nuit écoulée ne sera plus qu'une vision impalpable, évanescente. En Europe, sur l'autre rive, l'aube est froide, humide, souvent brouillée au-dessus de l'eau lactescente. Ici, elle est somptueuse, chaude, rayonnante, transparente. Nous resterons en Algérie. Michel en est sûr. Laurence lui a pris la main. L'aurore viendra bientôt sur la mer, comme pour tout effacer, pour les appeler à revivre. Benoît était arrivé au milieu de la fête. Sa permission avait failli être supprimée. Le convoi était parti trop tard. Il avait raté le train. À sa venue, un mouvement d'intérêt avait parcouru les invités. On s'était inquiété pour lui. Sa courte chevelure noire était soudain apparue au milieu des convives. Il suscita l'enthousiasme et même quelques applaudissements. Nul n'avait oublié l'ancienne vedette du Gallia. L'uniforme bariolé n'était certes pas rare à Alger, mais il faisait toujours son effet. Nombreuses étaient les jeunes filles qui souhaitaient le voir ou le revoir. J'arrive pas à réaliser. Alger, après 6 mois de crapahutage et d'opé, c'est comme un rêve. Pendant un court instant, la guerre avait repris possession des esprits. Des phrases graves s'étaient échangées, puis un flot de musique avait tout recouvert. La nuit s'était épaissie depuis longtemps. L'ombre avait complètement encerclé le jardin. Bientôt pourtant chacun sentirait les souffles obscurs du matin proche et le recueillement qui suit. La musique avait perdu ses sonorités brutales. Des invités quittaient lentement la réception. Dans l'obscurité parfumée, des couples s'attardaient vers les terrasses. Cette nuit-là, la paix avait régné. 2.
La guerre. Janvier 1959. Etkedemu, avancez. La voix rauque et gutturale du sergent Harky retentissait à ses oreilles avec une force surprenante, dans l'insupportable vacarme des hélicoptères. Pierre donna des ordres à tue-tête. Tenir la position au sol, fixer au maximum tous les groupes rebelles qui apparaîtraient dans la vallée. Puis il dirigea le second peloton vers les appareils. Le bruit redoubla. Le temps était assez beau, malgré la saison hivernale. L'air était sec, il faisait presque chaud. Mettez vos casques. Le son avait atteint des proportions infernales. Il observa les parachutistes qui prenaient place dans les carlingues, beaucoup d'yeux bleus sous les visières, la plupart étaient des rappelés d'un régiment de l'Est. Aucun problème avec cela, ils en voulaient. Le parachutisme était leur passe-temps favori, dans la vie civile. Ils n'auraient pas laissé leur place pour tout l'or du monde. Le casse-pipe? Ils en raffolaient. Cela se percevait bien à l'espèce de jubilation nerveuse qui parcourait leurs rangs. On va leur foutre une branlée, mon lieutenant. La troupe indigène n'était pas moins motivée. Les hommes étaient originaires de villages du nord constantinois qui s'étaient révoltés contre les exactions des nationalistes. D'obscures querelles tribales suivies de massacres d'inspiration politique étaient à l'origine du conflit que les ethnologues les plus avisés auraient eu du mal à analyser. Cet Arca était réputé pour sa pugnacité. Akemu écreta. Akemu écreta. Tenez les crêtes. Pierre pouvait entendre la voix du chef rebelle dans l'accalmie qui venait de se produire. Les insurgés avaient renoncé à décrocher, et leurs assaillants les avaient presque rejoints. Déjà l'odeur du sang se répandait dans l'atmosphère, relayant celle de la poudre. Des cadavres jonchaient les pentes par dizaines. Les historiens retiendraient cette opération cruciale comme l'une des plus dures de la bataille des frontières. La canonnade allait reprendre. Les troupes d'assaut gagnaient leur position de départ. Le ciel paraissait voilé, presque noir. Les rocs calcinés, la végétation rabougrie donnaient au paysage l'aspect lunaire d'un décor de fin du monde. La somptuosité des apostrophes Alger, la suavité tempérée de la Mitidja ou de Tlemcen, la douceur fauve des oasis paraissaient bien lointaines, à l'opposé absolu de ces ravines caillouteuses, de ces montagnes pelées d'où n'émergeait qu'une immense sensation d'aridité et de désolation. Des possédés allaient s'y affronter dans un ballet de violence et de mort. L'aviation avait dû intervenir 2 fois. L'artillerie recommençait son pilonnage. Encerclés, faits comme des rats les rebelles. Ils ne pourraient plus échapper à la nasse du dispositif militaire. Les taux de fer n'allaient pas tarder à se fermer sur eux, décimant davantage leurs rangs, brisant les crânes, déchirant les ventres, broyant les membres. « Rendez-vous » cria le colonel au mégaphone. Une ignoble insulte arabe lui répondit. Un chapelet d'autres suivit en français cette fois, afin que nul n'en perdît le sens. Pierre imaginait l'état d'esprit des hommes qu'il combattait. Une rage farouche, une âpre détermination à ne pas céder, mêlée de mysticisme religieux et de haine raciale. Vous ne nous aurez pas. Et si vous voulez nous descendre, il faudra payer le prix. Et pour chacun de nous qui tombera ici, 100 nouveaux patriotes se lèveront demain. L'Algérie ne sera plus jamais à vous. Dieu vous punira 1000 et 1000 fois. Djihad. Djihad. Allahu Akbar. L'homme qui parlait disait quelque chose comme l'Algérie en roulant le R, pourtant. La voix était nette et presque sans accent, le langage correct, quasi recherché. Un intellectuel bien formé dans les écoles françaises, à n'en pas douter. Un fracas épouvantable lui répondit. Obus, roquettes s'abattaient par dizaines sur le piton rocheux, des boules de feu traversaient l'air. Le vacarme dura 20 minutes dans un bouleversement d'apocalypse. Des vrombissements aigus suivirent. Les T6 descendaient en piqué, déversant un déluge d'acier sur les crêtes. Lorsque le bruit cessa, le sol était broyé et brûlé sur des centaines de mètres. La pierre remuée en tous sens avait métamorphosé le paysage, d'énormes cratères s'ouvraient au flanc du mont. On y va. L'assaut commença. Les treillis bariolés se détachèrent sur la pierre bleutée. Très vite, l'aigre crépitement des fusils mitrailleurs recouvrit tout autre son. L'homme qu'il était chargé d'interroger se tenait recroquevillé dans un coin du hangar. Un flot de lumière était dirigé vers lui. Son crâne était rasé et une large plaie s'ouvrait au front.
Un filet de sang caillé se mêlait à ses épais sourcils noirs. Ses yeux profondément enfoncés dans l'orbite fixaient les militaires. De la haine à l'état pur. Alors on a bien fini par t'avoir, ordure, lui lança le sergent. Il accompagna son invective d'un large coup de pied. Le prisonnier sembla blêmir davantage sous le coup. Il se mordit les lèvres et baissa la tête. Les 3 militaires le regardaient, immobiles et muets. C'était la fin d'une longue chasse, d'une longue traque. Des mois et même des années de patiente investigation, de lentes manœuvres circonspectes, de ruses des services de renseignement avaient abouti à cette opération rigoureuse, massive et implacable. La Katiba était détruite. Son chef si longtemps recherché était là, hors de combat, simple boule de chair blottie dans un coin de la pièce, sans autre défense désormais que son immense mépris, sa volonté de rester inflexible. Pierre vit soudain ses mains boursouflées, énormes. L'acier des menottes s'enfonçait, disparaissait dans la chair tuméfiée des 2 masses congestionnées, horriblement bleues. Détachez-lui les mains. Le sergent eut un haut-le-corps. Mon lieutenant. Faites ce que je vous dis. Il le fit asseoir à une table et se plaça en face de lui. Sortez, intima-t-il aux 2 autres militaires. Laissez la porte ouverte et veillez à distance. Les ordres tombaient, précis, secs, portés par sa voix métallique. Son regard croisa celui du prisonnier. La nuit était descendue sur la vallée depuis 1 heure déjà. Un immense silence, d'une extraordinaire densité avait recouvert la vie du camp. À la relative chaleur du jour avait succédé une fraîcheur douce, apaisante. Par une ouverture très haute du toit, on percevait l'infini du ciel plein d'étoiles, tel un semis de petits points dorés. Il semblait inviter les humains à moins de démesure et de passion. Le prisonnier dirigea vers l'officier un regard aigu. À ce stade, il n'était nul besoin de parler. Chacun pouvait lire le visage de l'autre comme un livre. L'œil noir du rebelle se souda à l'œil bleu du lieutenant. Ses lèvres demeurèrent obstinément serrées. 2 longues minutes s'écoulèrent. Pierre se résigna à parler le premier. Tout occupé à le dévisager, il n'avait pas immédiatement remarqué l'énorme quantité de poussière qui couvrait les vêtements du captif. Il paraissait blanc sous l'intense lumière électrique. L'homme avait dû être traîné sur le sol, longuement, ce qui expliquait sa plaie au front. Comment avons-nous pu en arriver là ? Pierre parlait lentement, presque avec douceur. La phrase était sortie de ses lèvres sans effort. Il secoua gravement la tête de gauche à droite, pour signifier une sorte d'incrédulité. Après tant de combats et de sang, tu t'interroges encore sur ce point ? Faut-il comprendre que tu ne sais pas pourquoi nous nous battons ? Le ton se voulait coupant mais les mots trébuchaient sur ses lèvres. Visiblement, l'homme avait soif et remuer la langue lui était pénible. Pierre demanda de l'eau. Il le fit boire. Silagdar, votre lutte n'a plus de sens aujourd'hui. L'Algérie a changé. Vous vous battez pour rien. Les révolutionnaires de Palace de Tunis et du Caire se fichent de vous. L'officier savait de quoi il parlait. Les messages de la wilaya étaient écoutés par l'armée française. Une litanie de plaintes en direction de l'extérieur, en direction du gouvernement provisoire installé à Tunis, était interceptée chaque semaine. Le farouche regard sombre pivota à nouveau vers lui. Il revit le potache en sarrau gris. Le fils d'un notable musulman, de l'Orléans-Villois. Il revit l'immense cour carrée, les hautes arcades blanches du déambulatoire, le vieux clocheton muet. Anse-Aratro, l'antique devise latine se détachait au fronton du lycée. Les descendants des colons venus d'Espagne, d'Italie, de Malte, du sud de la France et de l'Alsace occupée étaient là, le sang des races. Et puis, ailleurs et autres, de jeunes musulmans issus de la bourgeoisie. Et la susceptibilité, la réserve, le nationalisme même d'une fraction d'entre eux, dont les parents pourtant étaient notoirement pro-français. Ces différences-là ne s'effaçaient pas aisément. Pas du tout. N'avons-nous plus rien en commun ? La question d'apparence banale lui était venue aux lèvres presque automatiquement. La réplique l'atteignit, prévisible dans sa rigueur et sa sécheresse. C'est en nous faisant la guerre que vous condamnez les Européens à quitter la future Algérie indépendante. Celui-là au moins parlait sans langue de bois. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.